On va commencer la correction. Alors, ce que je vous demande, c'est de participer au maximum, hein. Hésitez pas à prendre la parole, par le micro, même si vous dites des bêtises, bah, c'est pas grave, il faut se lancer et de toute façon, je serai là pour pouvoir, vous reprendre ou d'autres personnes vous reprendront si, s'ils ont des éléments de réponse à apporter. Donc, vous allez voir ma correction, pour ceux qui ont l'habitude l'an dernier, est hyper participative. Moi, je vous donnerai, la correction finale à la fin. Mais, le but, c'est qu'on la fasse tous ensemble et que chacun, apporte des éléments de réponse et dise, ce que lui aurait mis ou qu'est-ce qu'il aurait mis en plus ou en moins. Donc du coup, on va commencer. Donc, attendez, je vais vous mettre, juste ici en affichage, une page. Super, attendez. Zoom me bloque tout, je vois rien. Hop. Alors juste avant de commencer, Juliette, est-ce qu'il y a une correction de papier là? Oui, elle va être mise sur le drive, c'est juste que Johan, en fait, souhaite terminer de corriger vos copies pour pouvoir, modifier jusqu'au dernier moment et rajouter tous les éléments de réponse, en plus pour pouvoir, vous aider à mieux comprendre vos erreurs. Et sinon, il y a déjà le replay Zoom en effet qui est déjà sur le drive pour ceux qui voudraient regarder, pouvoir regarder le replay de la correction. Ah, je peux pas zoomer plus parce que sinon après, ça va être compliqué, hein. Allez, on commence. Bah, déjà, comment est-ce que vous avez trouvé la colle? Est-ce que certains se sont sentis en difficulté? Alors, je vois des réponses, il y a des gens qui disent oui, que c'était dur, parce que c'était l'enzymo. Ouais, l'enzymo, en effet, c'est pas facile quand on a du mal à la comprendre. Ça peut voir si ça peut vous rassurer ou pas, j'ai commencé à comprendre l'enzymo après le concours, ce qui est un peu débile, mais ah, Robin, bien lire les énoncés. Bien lire les énoncés. Bon après, c'est pas grave, hein, si vous avez inversé, au moins ça vous ne retomberez plus dans le piège le jour du concours, de bien lire, tout ce qui est marqué. Alors sachant que bah, du coup, on reviendra dessus quand on arrivera sur la question, hein, mais c'est une réaction qui est réversible, donc elle peut aller dans les 2 sens. C'est juste que là, je spécifiais que le pyruvate était le produit parce que sinon, j'aurais pu accepter tout et n'importe quoi comme réponse, il y avait pas trop d'intérêt. Mais c'est pas grave de se tromper sur ça, vous en faites pas. Bon, globalement, en fait, pour, vous donner un ordre d'idée, donc, il y avait beaucoup de questions de cours, mais c'est du coup, elle est très fortement inspirée de l'annale 2016 où il y avait très peu de calculs à faire et c'était beaucoup de questions de cours, un peu à la con. Sachez que, bah, en Enzymo, il y a un peu de tout. Ceux qui ont fait la conférence, avec moi, en avril, bah, vous avez vu que c'était l'annale 2023 est très ressemblante à celle 2022, donc beaucoup de questions de cours sur les conditions saturantes, les conditions de vitesse, initiale et aussi sur les isoenzymes. Ça peut tomber le jour du concours. Il y a certaines réactions à vraiment connaître par cœur et certaines enzymes à bien savoir utiliser. Si vous voulez, on pourra en reparler en fin de conférence. Donc du coup, question 1A, on vous demandait de nommer la représentation graphique. Du coup, c'était quoi comme représentation graphique? Eddie of Tea, non? Alors, Eddie of Sea Scatchard. Voilà, c'est beau à liser. Alors, oh, Eddie of Sea était aussi accepté, hein, vous en faites pas pour les autres. Donc, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle la linéarisation de Scatchard, cette représentation graphique. Est-ce que d'autres connaîtraient d'autres types de représentations qui pourraient être utilisées en enzymologie? Alors, Lineweaver Burke, ouais. Hannes Wolf aussi. Alors, désolée pour,
Désolée pour la prononciation. Ouais, bah, ça va au final, vous me dites que c'est dur l'enzymo, mais vous avez quand même des bases, hein? Donc les 4 plus connus, bon, il y a celle la classique de Michaelis-Menten où c'est juste une hyperbole. Donc c'est celle-ci au concours est déjà tombée où on vous demandait de la tracer, et juste, d'indiquer en fait où se trouvait l'ordre 0 et l'ordre 1 dessus. Après, bah, il y a la ligne Weber-Burke qui est peut-être la plus connue et la plus utilisée, en tout cas dans les annales. Eddie-Hopsy, Scatchard, donc ou ce qu'on appelle aussi la linéarisation de Scatchard, qui celle-ci, je crois, est tombée, bah, justement en 2016 où on vous demandait soit de tracer, la ligne Weber-Burke, soit la Eddie-Hopsy au choix. Après, il y a la Hannes-Wolf. Est-ce que quelqu'un voit plus ou moins à quoi elle ressemble? Ou est-ce que vous voulez que je vous mette un petit schéma? Parce que celle-ci, elle est jamais tombée, je crois, en annales. Et c'est peut-être pas la plus simple. Elle ressemble à ça et son équation de droite qui va avec est la suivante. Et non, Maëlle, si tu regardes bien, attends, je vais te mettre du coup, l'autre représentation, donc celle de Lynn Weber, bla 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 bla. Regarde, les axes ne sont pas les mêmes. Donc bien faire attention. Bon, j'espère pour vous qu'ils s'amuseront pas à vous piéger dessus, mais bien faire attention de ne pas vous faire avoir, hein, si jamais ils mettent, la Hannes Wolf, de pas dire: «Ah, c'est Nivenberg qui est tombé sur la mauvaise représentation et du coup la mauvaise équation qui va avec». Alors Maëlle, c'est déjà le cas en fait, lors de la conférence et aussi sur le drive du coup des ressources, il y a déjà tout un cours sur les bases de l'enzymologie où dedans, bah, du coup je peux vous montrer à quoi il ressemble le cours. Hop, où dedans il y a déjà toutes les représentations. Donc ça, c'était le cours qu'on avait coécrit et dedans vous avez toutes les bases de l'enzymo, donc toutes les définitions pour bien comprendre les différents termes et ce qu'on attend de vous. Comment mesurer l'activité enzymatique, les modalités de mesure, et du coup, les représentations, vraiment à connaître pour le concours. Donc du coup, on avance. Du coup, alors, il faut savoir, qu'au concours, un mot-clé qui est mal orthographié, c'est 0. Sachez-le, hein, quel que soit le mot-clé, que ce soit en cas ou en exo. Donc je verrai si je suis magnanime ou pas. Alors, la toute dernière, la Bowen, Kevin, elle est un peu anecdotique dans le sens où elle est vraiment jamais tombée et mais il faut avoir en tête que ça existe. Maëlle, oui, oui, ça compte, hein. Le Scatchard, c'est vraiment le must have, si vous voulez un perfect, perfect. Alors question 1B, c'était donner l'équation littérale de la droite correspondante à la représentation graphique.
V0 est égal à Km fois V0 sur S plus Vmax. Yep, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire la démonstration? Ah, youpi, tu te demandais du coup s'il fallait faire la démonstration. Ah ouais, il y a des gens qui se sont lancés, c'est top ça. Alors, moi personnellement, je ne l'attendais pas, ça sera des points bonus du coup, pour tous ceux qui l'ont mis et que si elle est correcte. Souvent le jour du concours, on vous demande quand il faut la démontrer et quand on vous dit juste donner l'équation, souvent on ne demande pas à la démontrer. Enfin, en tout cas, ça sera peut-être pas attendu sur une grille principale. En tout cas, pour tous ceux qui l'ont mis, bah, c'est vraiment top. Donc par contre, du coup, maintenant que nous sommes sur le graphique, il y en a certains où j'ai vu, tout à l'heure qui m'ont dit, ou je crois dans vos mails, genre: «Mais c'est quoi ce graphique? Il a pas d'unité, il a pas de titre, il a rien du tout». Bah, en effet, parce qu'au début, je voulais vous faire une question un peu, méthodologie en vous demandant ce qui manquait sur le graphique. Puis, je me suis dit qu'au final, je le ferais peut-être plus à l'oral. Du coup, qu'est-ce qui vous manquait sur le graphique pour qu'il soit, perfect et que vous obteniez tous les points au concours? C'était vous qui l'avez tracé. Alors les unités des axes, ouais, un titre aussi, ça peut être plutôt pas mal. Et puis bon, bah, là, c'était pour éviter de vous donner tout de suite les informations, mais là, ce qui aurait été quand même mieux, ça aurait été de tracer la courbe qui coupe vraiment, sur l'abscisse et sur les ordonnées et d'indiquer du coup que vous lisiez le Vmax et le Vmax sur le km. Et jour du concours, vous tracez la droite au stylo ou au crayon? Stylo, ouais, ça va, vous avez retenu les messages clés de la méthodologie. Jamais au crayon à papier, hein, vous les tracez enfin vous les tracez au crayon à papier si vous voulez pour pouvoir gommer et cetera, mais toujours repasser au stylo avant de rendre sa copie. Et surtout si jamais, surtout en enzymo où des fois il peut y avoir plusieurs courbes à tracer parce que, par exemple, vous êtes sur un exercice avec les inhibiteurs, surtout vous identifiez bien vos courbes, hein. Dire que, bah, ça c'est la courbe sans inhibiteur, la courbe avec inhibiteur. Bon, pour la première question, est-ce que vous avez des questions? Alors Alizé, il fallait définir les termes. Ah oui, bien sûr, hein, de toute façon, pour le coup, des termes non définis, moi ça vous enlevait des points. Ça vous enlevait clairement des points, hein. Si personne m'avait défini, qu'est-ce qu'était le V0 ou le VI, qu'est-ce qu'était un km, le Vmax, l'équation ne vaut pas de points, hein. Donc je vous mets juste la démonstration pour ceux qui l'avaient mis. Alors Cam, si on met V0 à la place de VI, c'est OK. Bah, en fait, il faut que tu définisses ton terme. Donc si tu dis que V0 c'est la vitesse initiale, oui, c'est totalement OK. C'est comme par exemple, vous savez en pharmacocinétique, il y en a certains qui, le VSS, c'est aussi le VEC pour d'autres personnes, mais en fait, tant que vous le définissez que c'est la vitesse, enfin, pardon, la vitesse, la concentration à équilibre, après vous donnez le terme que vous voulez dessus. Alors, Maëlle, bah, oui, quand tu définis les termes, tu peux aussi mettre les unités, surtout qu'avec le stress, des fois, ça peut être pas mal, ça vous évite après de vous dire: «Ah merde, mais du coup, c'était quelle unité?» alors que vous le saviez et qu'au moins vous le marquez une fois sur la copie, c'est bon. Alors Virginie, KM égale constat de Michaelis où il faut détailler. Alors là, ici, tu pas obligé de détailler ce que c'est. C'était pas demandé. Après, il y a des questions, il y a vraiment des annales où c'est demandé, définissez, la constante de Michaelis, où là, il faudra que tu expliques, ce que c'est. Alors oui, après tu peux définir tous les termes au début d'un exo ou tu peux le faire au fur et à mesure, ça, il y a pas de meilleure technique, c'est toi personnellement, qu'est-ce que tu préfères?
Et du coup, est-ce qu'on doit écrire au stylo bleu sur notre copie? On doit associer à la droite en bleu? En théorie, oui. Bon, après, c'est entre la théorie et la pratique. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent dire que c'est un signe distinctif sur votre copie, et vous soyez des méchantes personnes en train d'essayer de tricher et d'influencer le correcteur. Donc du coup, la Q2, on vous demandait de déterminer graphiquement, et je vous vois venir, hein, ceux qui m'ont fait les petits calculs ou qui sont amusés à déterminer graphiquement qu'un seul truc pour aller faire le calcul pour le deuxième. Attention, les points ne seront pas comptés. Déterminer graphiquement le KM et le Vmax, en sachant que les concentrations sont en micromol par millilitre et les temps en minutes. Bah, du coup, où se trouve le Vmax sur ce magnifique graphique? Indexation des axes des ordonnées. Excellent. Donc du coup, si je devais prolonger, blablabla, je me resitue à peu près à combien au niveau de la vitesse? 6,4, ouais. 6,3, 6,5, tout était alors, on est sur un delta de 10 hein, de marge d'erreur. Si on devait passer via l'équation de la droite, on serait à 6,34. Donc à partir de 6,34, vous faites plus ou moins 10 et c'est les valeurs que j'accepterais. Donc 6,3, 6,5, 6,5, 4, ça me va très bien. Et par contre, c'est des patates ou c'est quoi ces unités à la vitesse? Des micromoles par minute par millilitre. Oui, c'est accepté. Bah, Eden, bah, de toute façon, le KM, tu avais 2 possibilités. Bah, du coup, quelles sont les 2 possibilités pour déterminer le KM? Sachant que, du coup, Eden en a donné un. Donc, il y a soit via la pente, le calcul de la pente, soit via l'axe des abscisses avec qui vous obtient le Vmax sur le KM. Et comme vous avez déjà le Vmax, bah, vous obtenez le KM. Alors, je disais pour les petits malins, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a certains qui se seraient amusés à passer via l'équation de la droite. Qu'ils auraient pu tenter de bidouiller un truc un peu chelou pour passer via ça. Et sachez que le jour du concours, quand on vous demande graphiquement, bah, c'est graphiquement, on vous demande pas de passer via des calculs savants pour pouvoir le faire. Du coup, j'ai d'abord fait la pente, puis Vmax sur KM, c'est bon. Pour déterminer le Vmax, du coup, tu veux dire? Parce que du coup, comme la pente, c'est, ah oui, bah oui, de toute façon, ça allait dans les 2 sens. C'est juste que le Vmax, au moins, il est très facile de lecture il se situe sur l'axe des ordonnées. Et ça minimise un peu le risque d'erreur parce que du coup, si tu lis correctement ton graphique, tu es sûr d'avoir le point sur le Vmax. Alors que la pente, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Il suffit que tu te trompes en rentrant les chiffres sur la calculatrice ou autre, et ça peut être des points de perdus. Bon, du coup, calcul de la pente ou Vmax sur KM. Bah, vous êtes sur combien du coup pour le KM? 4,45, 4,5, ouais. C'est des chiffres acceptables. Par contre, c'est toujours des patates, votre KM? Ah, des micromoles par minute. Des micromoles par millilitre, pardon. 4,33, ouais. Alors, via l'équation de la droite, on est à 4,38. Donc c'est tout bon, bah putain, vous gérez. Est-ce que sur ça, il y a eu des gens qui se sont retrouvés en difficulté? Alors, Mikasa, bah, en fait, la méthode acceptable pour le KM, c'était soit vous passiez via la pente, soit via l'axe des abscisses qui vous donnait Vmax sur KM. Les deux étaient acceptables. C'est juste que je disais de faire attention parce que là, je vous avais donné la courbe totalement tracée, mais il y a certains exos où, en fait, ils vous demandent
il vous donne le tableau avec, par exemple, les concentrations de substrat et des vitesses initiales. Ils vous disent tracer la courbe et après, ils vous disent déterminer graphiquement. Sauf que, bah, du coup, tu peux aussi t'amuser à passer par la droite de l'équation et à trouver tes valeurs via ça. Mais du coup, c'est un peu de la triche. Quand on vous demande de déterminer graphiquement, il faut vraiment déterminer graphiquement. Alors, l'aura, il faut savoir que l'enzymo, c'est quand même une matière à très forte rédaction et en tout cas, je sais qu'il donne beaucoup de points dessus. Ça se voit sur les copies du concours où malheureusement les gens, des fois, ont des très bonnes réponses. C'est-à-dire qu'ils ont tout bon calcul et cetera et la copie ne vaut pas plus de 23/40. Donc c'est-à-dire qu'il y a des points ailleurs. Donc sûrement des points dans des mots-clés qui doivent être utilisés et bien placés, des points aussi dans la rédaction. Alors moi personnellement, j'allais compter, comment alors, de toute façon vous allez voir mon barème, hein, parce que je vous le donnerai, mais du coup, moi je comptais sur l'explication de où se trouvait le Vmax et comment calculer le Km, donc soit via la pente, soit via l'axe des abscisses avec la formule Vmax sur Km. Mais oui, pente et ordonnée à l'origine peuvent être des mots-clés, attendus. Bon, du coup, la deuxième partie de la question, c'est quelles auraient été les valeurs si, on avait utilisé une préparation purifiée, heu, obtenue donc du coup à partir de A diluée au 1/5. C'était quoi, du coup, que valait le KM et que valait le nouveau Vmax? Alors KM ne change pas parce qu'il ne dépend pas des dilutions. Félicitations, vous avez retenu quelque chose de la conférence qu'on avait dit avec Kim. Donc le KM restera le même. Alors Vmax divisé par 5. Ah ah! Pourquoi seulement divisé par 5? Bicassa fait x10 aussi. Alors du coup, qui a raison, vous pensez? x10 divisé par 5 les 2, x2 en tout. Alors moi, du coup, je suis totalement d'accord avec, le x10 et après le tout divisé par 5. Là où vous vous êtes fait avoir, je pense, c'est que du coup, les mesures ont été effectuées sur un mélange B qui lui avait subi une dilution. Donc en fait, le Vmax qu'on obtient, c'est le Vmax de B et si on veut déjà remonter ne serait-ce qu'à un Vmax pour la solution A, déjà il faut appliquer la première dilution qui était de 10 microlitres de A et 90 microlitres de tampon. Donc du coup, ce qui fait une dilution au 10 centièmes, au 10 sur 100. Donc du coup, si vous voulez remonter au Vmax dans A, bah, ça fait déjà le Vmax trouvé dans B fois 10. Et après ça, on vous dit qu'on part de A et qu'on redivise, enfin qu'on dilue au 1/5, donc du coup, on divise le tout par 5. Et là, vous êtes dit: «Putain, j'ai strictement rien bité à ce qu'elle a raconté». Alors, ah, c'est chiant, je suis sur la tablette, je suis pas sur la tablette, je vais pas pouvoir faire, un beau schéma. Du coup, on est d'accord que si on reprend l'énoncé, on te dit qu'on part d'une solution purifiée A qui contient l'enzyme et qu'à partir de A, on prépare un mélange B et que le mélange B, il contient 10 microlitres de A et 90 microlitres de tampon à des concentrations variables de substrat. Est-ce que jusque-là, c'est bon, Eden? Donc, tu es d'accord déjà que, du coup, dans ta solution B, tu as une première dilution qui a été effectuée pour pouvoir l'obtenir à partir de la solution A, qui est de 10 sur 100, donc de 1/10. Donc à partir de là, c'est là que tu as fait tes mesures cinétiques pour obtenir des vitesses et pour pouvoir obtenir du coup la vitesse maximale.
enfin pour pouvoir, estimer la vitesse maximale. Donc du coup, ta vitesse maximale, elle est pour ta solution B qui a subi une dilution au 10e. Mais là, du coup, on te dit qu'on veut repartir la solution A et celle-ci de la diluer au 1/5. Donc du coup, il faut que tu remontes de B à A, donc que tu fasses à fois 10. Et une fois que tu es dans A, bah, après on te dit que tu veux une dilution 1/5, donc que tu redivises par 5. Alors l'enzymo, c'est beaucoup de bah, en fait, tu peux pas partir de A directement puisque A, tu ne connais pas sa vitesse maximale. Puisque ta vitesse maximale, enfin tes vitesses, tu les as mesurées sur ton mélange B. Donc en fait, ce que tu as obtenu, au tout début là sur ton graphique, quand tu as regardé sur ton axe désordonné, c'était le Vmax dans la solution B. Donc du coup, il faut que tu remontes jusqu'à A et après de A que tu repartes vers A'. Oui, attendez, désolé pour l'écran, hop. Là, normalement, c'est bon. Bah, Suzanne, du coup, tu tombes bien sur les bonnes valeurs, enfin, en fonction de ce que tu avais pris pour Vmax. En théorie, oui. C'est juste que par contre, il faut que tu expliques, que tu mettes bien en avant les 2 facteurs de dilution pour expliquer ton raisonnement. Et du coup, pour le KM, pourquoi le KM ne change pas? Bah, on t'a répondu, Maëlle, c'est parce qu'il est vraiment spécifique à un couple enzyme-substrat et ils ne dépendront pas donc des dilutions. Ça, c'est vraiment un truc à garder parce que c'est peut-être le piège le plus commun dans toutes les annales, d'enzymo. Dès qu'on parle d'AKM et qu'ils s'amusent avec les dilutions, à chaque fois, ils essaient de vous avoir dessus. Est-ce que c'est tout bon pour la question 2? Donc du coup, on passe à la question 3A. Écrire la réaction catalysée par la lactate déshydrogénase, en faisant attention que du coup, dans l'énoncé, je vous disais que le produit obtenu était le pyruvate. Alors lactate plus NAD est égal à pyruvate plus NADH, ouais. C'est tout bon. Alors Elena, en effet, si jamais tu te trompes sur ta valeur, sur tes valeurs quand tu dois les déterminer graphiquement, bah, et qu'après tu es obligé de les réutiliser, forcément ça décale toutes les réponses et du coup tu auras les points pour les raisonnements, mais tu auras pas les points pour les ré les résultats. Moi, personnellement, petit conseil, je tapais toujours 2 fois la calculatrice, mes calculs pour être sûr de pas m'être trompée, de pas avoir oublié un signe et cetera. C'est un peu chronophage, mais c'était au jour du concours, ça m'a sauvée parce que j'ai failli faire une bourde. Alors Claire, c'est difficile de dire est-ce que le raisonnement compte plus que les valeurs parce que c'est très dépendant des profs qui corrigent. Typiquement en chimie analytique, il y a une prof, qui vient de Toulouse qui accorde beaucoup de «points» entre guillemets pour le raisonnement, plus que pour le résultat. Mais c'est parce qu'elle le fait que d'autres de ses collègues le feront, parce qu'il faut savoir que le jour du concours, le sujet est fait par, une personne
Et la grille de correction et la correction est faite par 2 autres personnes. Bon, du coup, la question 3B, c'était à quelle longueur d'onde se place-t-on pour réaliser les mesures d'absorbance justifiées? 340, car le NADH absorbe, tandis que le NAD n'absorbe pas cette longueur d'onde. Ouais, bah, vous êtes trop fort. Donc ça, il faut vraiment, c'est la phrase à retenir par cœur parce qu'elle est posée dans quasiment toutes les annales. 340, il y a seul le NADH+ qui absorbe à cette longueur d'onde. Donc voici pour petit rappel les absorbances des 2 cofacteurs. Donc on voit bien que si jamais on devait se placer à 260, bah, en réalité on verrait, en fait les 2, alors que vraiment à 340, on voit plus que le NADH. Là, c'est mieux. Ça pareil, ce schéma-là, il est aussi, sur la grosse fiche qu'on a mis sur le drive. Et donc du coup, la question 3C, c'est de préciser le sens de variation de l'absorbance au cours de la réaction. Donc il est positif, ouais. Alors du coup, avec des mots-clés, on va raisonner en mots-clés. Là, c'est une question mots-clés. Variation croissante proportionnelle, ouais, c'est un mot-clé. Elle est proportionnelle par rapport à quoi la variation, la vitesse de croissance? Ouais, l'absorbance augmente car la transformation du NAD en NADH, le coenzyme se réduit et le substrat s'oxyde, ouais. Une réduction du NAD+ en NADH+, donc augmentation de l'absorbance ou variation positive au fur et à mesure du temps. Vitesse de croissance de l'absorbance est proportionnelle à la concentration en LDH dans le milieu. Donc c'est ce qu'on appelle une cinétique croissante. Et à l'inverse, on pourrait avoir des cinétiques décroissantes si on était parti dans l'autre sens. Ah mais ça va, vous gérez plutôt bien en vrai, hein. Je suis agréablement surprise. Alors en fait, tu termines, ça devient positif ou négatif en fonction de là où tu te situes. Donc moi j'allais, du lactate vers le pyruvate, donc du coup, tu vois que quand la réaction va se faire, tu vas avoir une apparition de NADH+, donc du coup, tu vas varier positivement. Si par exemple, les 2 avaient été inversés, c'est-à-dire que tu consommais ton NADH+, et bah, en fait, tu aurais une disparition de cette dernière, donc une variation négative ou décroissante. En vrai, vous gérez de fou. Est-ce que ça pose encore des problèmes à quelqu'un, les absorptions des coenzymes nicotiniques? Alors, les mots-clés ici qui pouvaient être attendus, c'est augmentation, de l'absorbance ou variation positive avec la réduction du NAD+, que la vitesse de croissance, elle était proportionnelle et qu'on avait une cinétique croissante. Donc il y avait 4 mots-clés attendus. Claire, alors très franchement, la seule qui tombe au concours, c'est vraiment, NADH et NADPH qui, de toute façon, dans tous les cas, c'est 340 nanomètres. Jusqu'à présent, ils ont jamais fait tomber d'autres coenzymes et dans le moniteur, de toute façon, ils ne parlent que de celui-ci aussi. Donc après, à voir avec le livre des profs qui doit sortir où il y a de l'enzymo dedans, il me semble. Si jamais ils parlent d'autres, mais jusqu'à présent, c'est jamais tombé.
Alors la forme réduite, c'est le NADHH+, et la forme oxydée, le NAD+. Alors direct, du coup, on se place à 340 parce que seul le NADH va absorber. Si tu vois sur le graphique, là, le NAD+, en fait, lui, il absorbe plus du tout à 340, donc comme ça, tu es vraiment sûr de cibler que lui. Alors que si tu te mettais à 260, bah, tu vois bien que les 2 absorbent, donc du coup, tu pourrais strictement rien suivre. Donc du coup, la question 4, c'était: on suppose qu'on est dans des conditions de vitesse initiale et que la concentration de substrat est de 200 micromoles par millilitre. Quel serait le pourcentage de site actif de l'enzyme occupé? Du coup, comment est-ce qu'on appelle ça? Waouh, il y en a qui sont trop rapides. C'est la bonne réponse du coup, mais du coup, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça porte un terme. La fraction de saturation, exactement. Donc ça détermine en fait le taux de saturation d'une enzyme par son substrat. Donc il y a plusieurs formules, hein, pour pouvoir y accéder en fonction des données que vous pouvez avoir dans les énoncés. Donc je vous remets les formules ici. Donc moi personnellement, je suis passée par, ça, parce que de toute façon, on n'avait pas le choix ici, on n'avait pas de V0, donc c'était difficile de faire autrement. Et en effet, du coup, si on remplace tous les termes, on tombait sur 97,86. Petite question de cours pour compléter. Qu'est-ce qu'on entend par condition de vitesse initiale? Condition saturante. Ah, 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 non! On est en phase stationnaire, oui. Enfin, qu'on veut se situer en phase stationnaire. Donc pH optimum, température optimum, ouais. Tampon. Alors pas forcément température physiologique, parce que tu vas te placer vraiment à la température optimum de l'enzyme. C'est comme le pH, hein, c'est le pH optimum de l'enzyme, c'est pas forcément 7,35 ou 7,45. En concentration coenzyme et cofacteur, pas d'inhibiteur. Inducteur possible, ouais, ça dépendra. Donc du coup, pour rappeler, ce qu'on appelle conditions de vitesse initiale ou conditions standardisées ou conditions conventionnelles, en fait, ce qui se cache derrière, c'est le fait de fixer tout ce que tu peux fixer afin d'être reproductible et avoir des résultats comparables. Donc en fait, ça permet de mesurer l'activité enzymatique en étant reproductible et en ayant des résultats comparables. Donc c'est-à-dire que, par exemple, d'un labo A, d'un labo B, que tu retombes sur les mêmes résultats. Donc du coup, pour ça, on va choisir la méthode d'analyse qui est la plus appropriée et fixer vraiment toutes les variables qui sont possibles. Donc dedans, on va retrouver en effet le pH, la température, la nature du système tampon, les concentrations en cofacteurs et en coenzymes, les concentrations en activateurs et surtout mettre les concentrations en inhibiteurs à 0. Et c'est comme ça qu'on va obtenir une réaction qui va être linéaire pendant quelques secondes à quelques minutes et d'obtenir du coup la pente de la tangente à l'origine de la courbe qui représente la vitesse initiale. Donc la vitesse pendant la phase stationnaire, c'est une vitesse qui est constante et c'est elle qu'on va aller mesurer. Donc on reste en vitesse initiale en phase de vitesse initiale tant qu'on a moins de 10 de substrat qui a été consommé. Alors si on l'appelle condition de vitesse initiale, on retrouve aussi le mot de condition standardisée ou de condition conventionnelle, ça dépend un peu des exercices, il y a des annales, qui mixent un peu tous les termes. Et après on a en effet les conditions saturantes. Donc les conditions saturantes pour vous, elles permettent de faire quoi?
De mesurer l'activité d'être en phase stationnaire. Ah! Vous êtes déjà en phase stationnaire avec les conditions de vitesse initiale. De mesurer la vitesse de l'enzyme, ouais. Ah, plus spécifiquement, qu'est-ce que vous allez taper en étant en conditions saturantes? La Vmax. En fait, la condition saturante, c'est on parle de conditions saturantes quand, en fait, le substrat est en très large excès, donc quand S est très supérieur à km, donc en pratique, c'est quand S est supérieur à 10 km. En fait, ça permet vraiment d'optimiser la mesure de l'activité enzymatique pour mesurer, enfin, tenter de se rapprocher de la mesure d'une vitesse maximum. Donc si vous voyez conditions saturantes, ça veut dire qu'on se trouve à S est égal, enfin supérieur à 10 km et que du coup on est en quel type de cinétique? Si je Alors cinétique michaélienne, ouais, cinétique d'ordre 0. Et du coup, si je suis en cinétique d'ordre 0, quelle approximation je peux me permettre de faire de l'équation de Michaelis-Menten? Alors V0 égale Vmax est un grand mot. Se rapproche de Vmax, oui, parce que du coup, quand on se situe dans ces conditions-là, est-ce que vous savez à peu près, combien vaut V0 par rapport à une Vmax? À sa Vmax? Est-ce que vous avez une ordre d'idée un peu? Si je me situe à S est égal 10 km. 97-99? Absolument pas. On est à 80, enfin, quand on est à S est égal 10 km, la vitesse initiale est égale seulement 91 de la vitesse maximum. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre un vrai et franc égal, mais c'est qu'on parle d'une approximation. Est-ce que vous voulez avoir un ordre d'idée que si, par exemple, vous êtes à un S qui est égal à 50 km, vous êtes seulement à 98 de votre vitesse maximum? C'est pour vous donner un ordre d'idée faudrait vraiment être sur des concentrations stratosphériques de substrat pour pouvoir être vraiment presque à 100 de la vitesse maximum. Et tu disais ici c'était le cas, oui, on était en conditions saturantes de toute façon, avec un substrat concentré à 200 micromol par millilitre, on était largement au-dessus des 10 km. Pour ça d'ailleurs qu'on retrouve une fraction de saturation à quasi 100. Est-ce que cette question, est-ce que vous avez des questions par rapport à la question numéro 4? Alors quand tu te places à S très inférieur à 10 km, en fait, tu veux juste te situer en cinétique d'ordre, 1 pour en effet faire quoi du coup? La cinétique d'ordre 1, tu veux doser quoi? Tu veux doser un substrat. En fait, je pense que, hem, il faut vous dire dans la vie, dans tous les cas, même si vous voulez mesurer une Vmax, votre courbe restera toujours celle-ci. C'est-à-dire que, dans tous les cas, ça fera toujours une hyperbole. Il y aura toujours cette partie-là qui sera la tangente, même si après vous, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose qui se trouve par là. Vous passez pas genre de là jusqu'à là, boum, d'un coup et genre ça n'existe pas. Je crois que souvent il y a la confusion entre, genre la vitesse initiale, c'est, forcément en ordre 1, alors que la vitesse maximale, bah, c'est en ordre 0. Dans tous les cas, vitesse initiale, on peut pas la mesurer, quoi. Alors non, Aude, la question c'était,
Sab demandait si pour les conditions de vitesse initiale, on devait absolument être à S très inférieur à km. Donc je répondais que non parce que c'était, l'ordre 1 permet juste de se mettre, en condition pour pouvoir doser un substrat. Mais que ça voulait pas forcément dire, ah pardon. Alors la condition de vitesse initiale, c'est absolument pas, des conditions d'ordre 1, ça te permet juste quand tu te mets en condition de vitesse initiale d'être reproductible et d'avoir des résultats comparables d'un manipulateur ou d'un laboratoire à l'autre. Ce qui va conditionner ton ordre 1 ou ton ordre 0, ça va être tes concentrations en substrat. Soit tu es en condition saturante, donc S supérieur à km et dans ce cas, tu vas te mettre en ordre 0, soit tu es à S très inférieur à km et tu te mets en ordre 1. Mais dans tous les cas, il faut que tu sois reproductible, donc chacun fixe les mêmes paramètres, pour que l'enzyme puisse se comporter de la même façon, où que tu te trouves. Bon, du coup, pour la dernière question, bon, c'était, la question, quasiment copier-coller de l'anal de 2023, donc celle qui est tombée au mois de décembre. C'était de préciser la structure macromoléculaire des isoenzymes de la LDH et quelles sont les localisations préférentielles des différentes isoenzymes. Alors, chaque isoenzyme, c'est un trait de trimère qui peut être constitué de 4 unités de type M ou H. Alors, et ou H, parce que tu peux en avoir des 100 H, des 100 M et un mix des 2. Donc, pour chaque isoenzyme, est-ce que vous connaissez leur localisation? Déjà, combien est-ce qu'il y a d'isoenzymes de LDH qui existent? 5, ouais, ça je suis totalement d'accord. Donc du coup, la 1, elle se situe préférentiellement où? C'est 4H, c'est le cœur. La 2, alors la 3, c'est les poumons, je suis totalement d'accord. Et du coup, la 2, vous l'aimez pas trop elle? La 5, c'est le foie et le muscle, je suis totalement d'accord. La 2, le système rédiculo-endothélial, oui. Et la 4, est-ce que quelqu'un l'a dit? La 4, c'est le rein. Bon, bah vous gérez. Alors Kevin, ça c'est de la question de cours. Donc il faut apprendre son cours. Ça fait partie, hein, de la mesure, de l'activité et cetera. Il y a des enzymes à connaître. Alors sachant qu'en théorie, toutes les enzymes qui sont dans les cours de la section 2 peuvent tomber le jour du concours. Alors, je j'attendais pas, hein, la structure des tétramères, c'est juste, je voulais juste rajouter dans la conclusion à titre informatif et éducatif. Mais en tout cas, vous pouvez retenir que la 1, c'est 4H, donc c'est le cœur et que la 5, c'est 4M, donc du coup, c'est le muscle squelettique. Petit moyen mnémotechnique si jamais vous essayez de les retenir par cœur. Alors, on a récapitulé quelque part des différentes enzymes et de leurs réactions. Très généreusement, j'avais donné l'an dernier sur le Discord les différentes enzymes qu'il fallait absolument connaître, qui venaient d'ailleurs du truc de Toulouse, que je vais retrouver, qui doivent être quelque part, sur le Discord, que j'avais dû je crois que je vous avais tagué, il me semble, après le
J'avais dû reprendre, taguer dessus. Bon, je les retrouverai. Je peux pas vous les mettre sur le drive parce que de toute façon, normalement, je n'ai pas l'autorisation, je pense, de les diffuser. Quelque part sur le Discord dans le section enzymologie. Alors Claire, non, il fallait quand on te demande de donner les localisations préférentielles des différentes isoenzymes, il fallait vraiment donner pour chaque, isoenzyme quelle était sa localisation parce que chaque isoenzyme a une localisation préférentielle différente. Alors iPad, dans les enzymes à connaître par cœur, il y a azatalate, il y a la LDH. Il y a quoi d'autre? Il y a les PAL. Il y a la gamma-GT, la créatinine kinase qui en plus, il faut vraiment bien comprendre aussi son mécanisme de méthode, d'identification cinétique parce que c'est déjà tombé au concours et ça ils kiffent. Ils kiffent ceci. Il y a la lipase aussi qu'il faut connaître parce que si jamais ils s'amusent à la demander, ça pourrait être vraiment hyper drôle. Et globalement déjà si vous connaissez ceux-là, c'est déjà pas mal. Donc ASA, TALAT, PAL, gamma-GT, LDH, la lipase et la créatinine kinase. Après, il y en a d'autres qui sont tombés, comme par exemple l'uréase. Et ça, en fait, ces enzymes-là, enfin ces réactions enzymatiques-là, normalement, elles sont toutes dans la section 2. C'est tous les items à la con de biochimie que personne n'ouvre. Alors attendez, je vais vous donner les items. J'ouvre le petit programme de l'internat. Un petit PTSD en l'ouvrant au passage. Du coup, ça correspond aux items, bon, 7 sur la mesure d'une activité enzymatique, ses applications, la 8 aminogénèse et urogénèse, la 9 qui pourrait tomber, la 11, la 12, la 13. Globalement, c'est là où il y a le plus de réactions enzymatiques. Donc section 2, item 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est là où vous allez retrouver les plus grosses réactions. Bon, du coup, je sais pas si vous avez des questions en enzymo sur la manière d'apprendre les cours, sur des notions de cours où vous aurez peut-être pas compris, je peux peut-être avoir une réponse pour vous aider. Ah si, du coup, sur le channel d'enzymologie, il y a dans les messages épinglés, le tout dernier message, c'est là où j'avais mis toutes les fiches. Pour, c'est la personne qui voulait fouiller le Discord pour que tu t'embêtes un peu moins. Alors Maëlle, ces supports-là, bah, c'était cours de P2. Moi, personnellement, c'est tout ce qui avait été vu déjà en P2. Tu as les moniteurs de l'internat et après ça, tu as plein d'autres bouquins, qui existent sur le marché, dont l'objectif internat qui va bientôt débarquer normalement s'il n'est pas déjà sorti.
Après, très franchement, enfin, la section 2, moi, je vous conseille de la lire et de l'apprendre parce que c'est vraiment une section à QCM. C'est une section aussi qui est déjà tombée en exercice, hein. La spirométrie en 2012 a fait très mal d'ailleurs. Donc, du coup, je vous conseille vraiment de vous pencher un minimum dessus. Et là, il y a plein de bouquins. Bon, il y a déjà tous les cours de P2 qui sont, je pense, largement assez fournis. Mais après, vous avez plein de bouquins à la BU qui sont ciblés plus, qui sont plus ciblés sur un truc ou l'autre. Alors moi, par contre, j'ai parution en août 2023, Kevin, pour biochimie, physiologie et physiopathologie, qui je pense correspond à la section 2 sur les systèmes que je viens de vous citer. Et pour la santé publique et les stats. Après, pour les lipoprotéines, sachez que sur le drive des ressources, il y a une superbe fiche de synthèse qui tient sur une page sur tout ce qu'il y a à savoir sur la lipoprotéine pour pouvoir répondre à tous les QCM qui tombent. C'est la seule fiche, désolée, hein, que j'ai fait en biochimie. Le reste, je n'ai pas encore réussi à me pencher dessus. Ah bah, ouais, ça fait chier si on est calé ça à septembre. Ça fait tard pour le concours d'avoir un nouveau support, non, pour choper quelques éléments à rigueur, mais pas pour bosser dessus. Bah après, très franchement, la section 2, comme la section 3 avec la santé publique, ou la section 5 avec la galénique, c'est rarement ce que tu bosses d'emblée. Alors, il y a quelques masos comme moi qui sont amusés à le travailler très tôt, mais ça n'a pas grand intérêt quand tu vois le peu de points que tu récupères dessus. Donc, en vrai, c'est pas si gênant que ça arrive que début octobre. Mais bon, après, c'est très personne dépendante. Il y en a certains qui voudront peut-être pas du tout se focaliser sur ce type de support parce que c'est trop lointain. Et je peux totalement le comprendre et l'entendre. Et Maël, sinon, le message épinglé sur Discord, il est dans la section enzymologie. Bon, du coup, je sais pas si vous avez d'autres questions. Même si c'est peut-être pas forcément encore en rapport avec l'enzymo, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent encore un peu obscures sur certaines, sur la méthodologie, sur d'autres trucs? Je suis ouverte. Autant en profiter, moi je ne suis pas pressée ce matin. Alors, j'étais à jour comment à peu près à cette période de l'année? On va être franc. On va être franc. Il faut savoir que je n'ai jamais fini mon premier tour. Je suis arrivée au concours avec des impasses colossales, ce que je vous conseille absolument pas, parce que du coup j'étais un peu beaucoup en stress. À cette période-là de l'année, j'avais vu toute la génétique, donc attendez, est-ce que j'ai mes anciens plannings que je m'étais amusée à colorer en fonction de là où j'étais, histoire de vous donner un ordre d'idée. Comme ça, vous allez bien pouvoir rigoler. Ça vous déstressera aussi sûrement. Voilà. Alors voilà un peu près à quoi ressemblaient mes plannings, enfin, pour pouvoir, parce qu'Amandine n'existait pas encore à cette époque-là, elle n'avait pas codé un magnifique Excel pour pouvoir faire ce travail-là. Donc à cette période de l'année, moi j'avais terminé tous les items de génétique, donc physiologie et biologie médicale. Donc c'est-à-dire dire que pour moi, un item qui était terminé, c'était un item qui avait été, où le cours avait été créé de A à Z, ou la fiche de synthèse en fonction du type d'item, que le cours était appris, que les fiches Anki étaient faites. Pour moi, c'était ça un item qui était entièrement fini. Donc la génétique était terminée, l'immunologie était entièrement terminée aussi, et y compris l'oncohématologie hors anticancéreux, parce que c'est un cours qui est colossal, qui, je crois, fait plus de 40 pages Word. Et encore, je n'avais pas toutes les molécules dedans. Et je commençais à attaquer doucement l'infectiologie.
Bah, si vous voulez, je peux vous l'envoyer, hein. C'est un tableau que moi je m'étais fait, que je m'étais fait. Je suis même pas sûre qu'il y ait tous les items dedans en vrai. Souvent il manque des sections. Ouais, enfin, ouais, du coup, vous voyez mes impasses, je n'ai pas ouvert, la biochimie, enfin la métabo, endocrino. Je l'ai jamais ouvert pour le concours. Ouais, vous voyez vraiment mes impasses. Bah, du coup, voici ce que j'ai bossé réellement pour le concours. Il faut juste rajouter la santé publique avec et grosso modo, vous avez ce que j'avais ouvert. Ouais, je suis passée primante. Donc oui, oui, je suis passée avec autant d'impasses en primant, mais ce qui m'a sauvée, c'est vraiment de faire les annales et de les refaire et de les re-refaire parce que c'est toujours les mêmes questions qui tombent. Pour Parkinson, typiquement, je n'avais jamais ouvert le cours et juste d'avoir fait l'anale, comme c'était je l'avais fait l'anale au moins 2 fois en neurologie et comme pour Parkinson, c'est toujours la même question qui tombe, j'ai pu taper le 30 sur, 60, sans trop de difficulté. Alors que je bitais rien au cours, je l'avais même pas ouvert. Ouais, alors Kevin, alors il faut savoir qu'on remet dans le contexte, j'étais en période Covid, un premier confinement, je ne pouvais que travailler de mes journées, je n'avais plus de cours à la fac, parce que de toute façon la fac avait dit que, bah, go fuck, hein, ils n'avaient plus de temps pour nous. Donc bah, du coup de mars à fin juin, je travaillais tous les jours, il y avait pas de distraction parce que tu ne pouvais pas sortir. Donc ça a aidé quand même grandement à charbonner, sachant que je faisais à peu près, 2 items par jour. Et pour les anticancéreux, j'ai pas de technique pour les apprendre ou les retenir, je viens de Toulouse qui a la plus grande unité d'oncologie de France. Donc du coup, autant te dire que les cours, d'onco, en tout cas sur, mon année, étaient hyper, bien shadés, il y avait plus de 20 heures de cours dessus. Ce qui fait que, bah, déjà, ne serait-ce que sur le tronc commun de la fac, j'avais énormément bien débroussaillé le tout. Donc après c'est, bah, comme des médicaments, hein, j'essayais de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait tel effet indésirable qui est arrivé en fonction du mécanisme d'action, de la pharmacocinétique, pharmacodynamique. Alors et la rédaction des cas, tu l'as maîtrisée à partir de quand? Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours rédigé en mots-clés, même mes copies à la fac, parce que ça me faisait chier d'écrire des pavés. Mais j'ai fini vraiment de perfectionner la méthode. On devait être à peu près mi-juillet, fin juillet, parce que du coup, j'étais très à l'aise en cas clinique, donc c'est vraiment par ça que j'ai commencé plus que les exercices. Et comme je faisais à peu près minimum un ou 2 cas par jour, bah, au bout d'un moment, la mécanique de rédaction arrive. C'est pour ça, hein, vous entraînez pas à l'oral sur les premières annales, faites vraiment l'effort de tout écrire comme si vous étiez le jour du concours. Comme ça vous permet de vous perfectionner sur la méthode de travail et c'est vraiment top, hein, plutôt que de les faire à l'oral ou juste de noter vite fait sur la feuille 3 mots et puis basta parce que la méthode vient avec l'entraînement. Alors les exercices, je suis arrivée à les finir dans les temps, fin octobre, début novembre. Il faut savoir que les exos, je suis nulle, hein, j'ai eu pile 100 sur 200 au concours, donc franchement, c'est pas folichon. Moi, j'étais très bonne en QCM et en CAP, pas du tout en exercice. Il faut savoir que l'enzymologie, j'ai fini par la comprendre en vous faisant la première conf sur la première année d'existence d'e-pharma, donc ça arrivait très tard. La chimie des solutions n'est toujours pas maîtrisée, par exemple, donc bon, voilà. Comme quoi, hein, même si on est nul en exo, sachez que vous pouvez réussir le concours. Pour la radio, si on nous donne des conditions dans la question A, est-ce que je dois en tenir compte pour les questions posées après? Alors oui, alors il faut savoir que les questions, à part si c'est spécifié que les questions sont dates indépendantes les unes des autres, ça veut dire elles peuvent être toutes liées, hein. Typiquement, il faut juste faire attention à ce que les exercices avec partie A, partie B, partie C sont pas forcément dépendantes les parties les unes des autres. Mais dans tous les cas, c'est souvent marqué sur l'énoncé tout en haut. Alors, pas à l'aise en QCM, franchement, je connais pas de personnes qui sont pas à l'aise en QCM après s'être entraînées. Faut vraiment en fait, pour être à l'aise en QCM, il faut vraiment t'entraîner à mort, à mort, à mort, à mort et après, bah, apprendre les cours et franchement, ça vient tout seul. Il y a pas Les QCM sont pas piégeux, je trouve, comme en PACES. Nous, typiquement à Toulouse, la PACES, ça avait été une horreur, hein. On avait des doubles négations, des QCM à points négatifs. Tu te trompais, c'était terminé pour toi, quoi. Là, déjà, tu pas à point négatif, donc même si tu te trompes, c'est pas grave.
et même, tu verras à force de l'entraînement, ça vient. Il y a pas de Moi j'ai commencé, les QCM, je devais faire les quoi, au début 50 sur 120 en notes en moyenne et j'ai tapé, sur les fins de mes entraînements à plus de 100 sur 120, ce qui m'a permis d'obtenir au concours, une note de 75 ou 4 entre 75 et 80. Mais 50 à 60 à l'heure actuelle là, fin juin, c'est plutôt des bons résultats, hein, il faut pas s'inquiéter, hein. Vous allez voir, des fois, il y a vraiment un déclic, je trouve, en QCM qui se fait. Moi, j'ai beaucoup de signés entre 50 et 60 et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic et là, bam, ça a été la révélation. J'ai commencé à taper des bêtes de notes. C'est que déjà, j'ai arrêté de me prendre la tête à chercher la petite bête ou l'exception parce que pour ceux qui s'entraînent déjà au QCM, vous voyez que des fois, c'est très généraliste et en fait, derrière, ils ont pas pensé à l'exception qui fait que du coup, l'item devient faux. Et pour les exos, bah, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, donc il faut vraiment apprendre, pour, par exemple, la chimie analytique, comment fonctionnent les machines, les différentes méthodes d'analyse et cetera et une fois que vous avez compris ça et qu'est-ce que ça peut doser, bah, en fait, les QCM, vous y répondez très facilement, par la suite. Alors, Lydie, être bon en QCM, c'est taper plus de 70-75 au concours. Il faut savoir que déjà ça te met dans une bonne dynamique en sachant que, bah, je sais pas si vous êtes amusé à aller voir les notes du concours, de l'an dernier. Les gens se tiennent par la main et des fois ça s'est joué pour une place à un item de QCM bon. Donc beaucoup de vous disent: «Oh les QCM ça sert à rien, faut pas les bosser, de toute façon, c'est que sur 120 points, sur 620 qu'est-ce que c'est?» Bah, ça fait que tu peux basculer de 10 places en ayant répondu à 2 QCM de juste par rapport à ton voisin, quoi. Ah, comment on peut voir les notes des participants? Alors, il faut savoir que sur le Drive, alors je pense que je vais peut-être le recommuniquer parce que du coup, c'est peut-être pas bien. Vous avez une énorme section témoignages, donc dedans, tu as les témoignages de 2021, 2021 et les notes avec des copies et après tu as les notes et des copies de 2022 et du concours 2023. Ça vous permet de voir. En tout, on a récolté, 170 notes, du concours 2023, donc des gens qui étaient pas classés, donc ça vous permet de voir un peu, comment les gens se suivent, sachant qu'on a des notes comme le 41, 40 enfin 39, 40, 41, 43, 44, 45, donc ça vous permet de voir que les gens se tenaient vraiment la main à pas grand chose, hein. Et sachant qu'il y a aussi des copies, hein, dans le Drive, donc vous pouvez aller vous amuser à regarder, à quoi ressemblaient les rédactions des gens, si jamais ça vous stresse, je sais pas, d'écrire mal ou de faire des ratures, bah, je crois qu'il y a certaines copies où, c'est pas très beau à voir, ça doit être raturé de partout. Ouais, typiquement, ouais, il y a des copies où c'est raturé de partout. Ça vous aidera peut-être à déstresser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller, sachant qu'il y a des copies qui sont entièrement anonymes parce que les gens ne voulaient pas tout donner. Et il y a des copies où vous avez toutes les copies du 8e et du 10e de cette année, du 266 et 268. Et après vous avez des exercices et des copies, d'autres personnes qui ont voulu nous les laisser pour la postérité. Comme ça vous fait un bel échantillon. Donc là, vous voyez typiquement la moyenne des QCM, cette année était de 77, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, je sais pas si vous avez encore des questions ou si on peut conclure, ça là? Sachant que je suis disponible, hein, si jamais,
vous avez des questions sur Discord, vous n'hésitez pas à les poser en enzymologie, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors l'hémato est dur, je trouve. Alors Claire, hémato, tu parles onco-hémato ou de l'hémato, style, hémostase? Bah, merci à vous d'être venu en tout cas, contente que la correction et les conseils ont été utiles. Je vous mettrai la correction détaillée, dans la journée de toute façon. J'attends juste parce que des fois je sais qu'il y a des personnes qui les font en décalé, je veux juste pas leur donner les réponses de la colle. Alors oncohémato, alors l'oncohémato, en quoi tu trouves ça dur? C'est parce que tu as du mal avec les supports ou parce que tu as du mal à comprendre les mécanismes ou à retenir? À retenir. Bah, comme pour toute pathologie, moi ce que je conseille vraiment, c'est de se pencher sur la physiopathologie. Je sais qu'en pharma, c'est les profs, le conseillent pas, alors que je trouve que quand tu comprends une physiopath d'une pathologie, déjà tu comprends la clinique qui en découle, les traitements, de pourquoi est-ce qu'on va cibler, tel récepteur et tel récepteur et bah, typiquement aussi les diagnostics, biologiques. Sachant que le De Boeck, son problème, il est trop complet, donc c'est un très bon livre, hein, je dis pas le contraire, c'est juste que c'est un livre qui est à destination normalement des biologistes médicaux, des internes, qui font de l'hématologie à haute dose. Ce que je peux te conseiller, c'est peut-être de décélérer soit vers les objectifs internals, donc le livre des profs, qui est plutôt pas mal, je trouve, certains trouveront trop light, mais qui peut être une première bonne approche. Soit moi, mon kiff, ça a été le CN en fiche, d'hématologie. Si vous voulez, je peux vous montrer le bouquin, si je le retrouve. Donc moi, je parle de moi, ça a été mon chouchou et mon bébé, celui-ci. Je le trouvais bien. Alors, il est bien pour certains trucs, il est moins bien pour d'autres. Pour les traitements, typiquement, c'est peut-être pas assez complet parce que ça s'adresse à des médecines, mais pour tout le reste, je trouve qu'au moins, il est tout en mots-clés, ce qui est top. Et typiquement, attendez, on va peut-être aller sur un cours d'onco. Bah, sur la leucémie, ce qui est pas mal, c'est qu'il vous remet toujours une définition qui, d'ailleurs, n'est fait qu'en mots-clés, donc vous pouvez directement la rebalancer sur votre copie le jour J. Il y a toujours l'épidémio, très important à retenir, hein, parce que ça fait partie des argumentaires dans la pose de diagnostic. Le diagnostic clinique, mais pareil, toujours qu'en mots-clés, donc ça évite du blabla inutile. Le diagnostic, paraclinique, donc il y a la bio et il y a les autres examens. Bon ça nous concerne un peu moins quand c'est de l'imagerie, des fois ils détaillent beaucoup, mais nous on a juste à dire, qu'on cherche ça. De toute façon on n'est pas médecin et après ça, il y a ils mettent souvent toute la partie sur le diagnostic différentiel, très important quand vous posez les diagnostics aussi. Il y a les traitements, donc là, qui sont plutôt bien détaillés. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a des tableaux qui sont des arbres décisionnels qui sont plutôt bien foutus. Par exemple, la classification entre lymphome d'Hodgkin et non hodgkinien, ce qui permet de voir une visu très rapide. Donc moi, j'aimais bien bosser avec ce livre, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, le DB, oui, est très complet, donc ce qui peut très vite perdre les gens, bah, quand vous débutez, d'apprendre les cours dessus. Et les objectifs, si vous voulez voir à quoi ressemble, je peux vous montrer aussi à quoi ressemble l'objectif Internas que j'ai accès au Clinical Key.
Donc là, voilà, tous les chapitres qui sont traités en hémato. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a aussi, les items un peu obscurs comme les productions d'anticorps monoclonaux et les cellules souches, qui sont pas forcément traités dans les autres bouquins. Bon, en sachant que les cellules souches, du coup, vous avez un cours plus une fiche de synthèse ultra complet que j'avais mis sur le drive. Mais voilà, du coup, le clinical key, bon, en version, informatique, mais, le cours est exactement le même, en imprimé. Ça donne ça, donc ils mettent toujours définition, épidémiologie, la clinique, la bio, des fois ils mettent des petites images. Les facteurs, les diagnostics différentiels avec les explications de pourquoi, les évolutions, les prises en charge, les traitements associés et des fois ils mettent des petits QCM en plus. Donc le cours est vachement light, hein, par rapport au DB, mais ça peut être pas mal peut-être pour, débroussailler le terrain. Et moi ce que j'aimais beaucoup, c'est que les profs des maths se sont permis de vous donner les détails pour optimiser vos réponses et pour gagner un maximum de points. Donc c'est un peu tout ce qu'on vous dit, hein, depuis le début, mais du coup, les profs ont remis l'accent aussi dessus, ce qui peut être pas mal, d'aller lire. Alors pour avoir accès au Clinical Key, il faut absolument que ta fac, ait, la connexion, moi c'est le cas à Toulouse, parce que vous voyez, je suis connectée via mon adresse, universitaire, en fait. Donc pour se connecter, c'est simple, vous allez dans connexion via votre institution et là vous cherchez votre université. Moi typiquement, bah, Toulouse y est, mais je sais que toutes les facs ne sont pas représentées. Alors moi, personnellement, en parasito, j'ai fait l'impasse, donc je n'ai pas d'avis sur la question. Je sais pas, je dirais celui où tu es le plus à l'aise entre un mix entre le DB et l'IPS des profs, ça peut être pas mal, par exemple. Moi, je pense qu'un mix des 2 peut être pas mal parce que si je dis pas de bêtises, l'objectif, internat est fait par la NOFEL qui est quand même, reste quand même le collège enseignant et pas par, un mec, qui est juste interne et qui a écrit le bouquin. Bah, ouais, normalement, c'est l'objectif internat, donc les livres d'épreuves sont censés être vraiment le minimum requis, à savoir pour le concours. Après, dans tous les cas, le concours, c'est toujours, bah, celui qui a le petit détail qui fera la différence par rapport aussi à son voisin, donc je pense que les objectifs internats peuvent vraiment être bien pour débroussailler vraiment les items, parce que des fois, il y a des items qui sont vraiment immenses et c'est bien pour avoir des visions globales, des connaissances, de base importantes, mais qu'après, oui, il faut pas hésiter à les fouiller ailleurs. Donc les DB, moi personnellement, je suis une grosse partisane des livres de médecine, des collèges. Parce que souvent, il y a une grosse partie physiopathe, c'est hyper bien expliqué, c'est clair, c'est à jour surtout, il y a pas d'errata. Je ne fais absolument référence à aucun DB qui contiendrait, des errata, ignobles dans à peu près, chacun des chapitres. Bon, moi, du coup, je vais vous abandonner là. Bah, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, il faut pas hésiter à les poser sur le Discord ou, pour les messages un peu plus personnels par message privé, ça me dérange pas. Pour les questions de cours, je préfère Discord, comme ça tout le monde peut y répondre. Parce que moi, je suis pas calée dans tout, donc je voudrais pas vous dire des bêtises. Bah, bon courage. Ah, sachez que la semaine prochaine, du coup, c'est ma co-interne, Laïla, qui vous fera la conférence en toxicologie médicamenteuse, orientée, du coup, neurologie, enfin neurologie, psychiatrie. Franchement, allez-y, elle était en neurosciences avec moi, donc sur le dernier stage, donc elle est assez calée sur ce type de médicament-là et puis vous allez voir, elle est hyper cool et elle explique hyper bien. Elle kiffe, faire de l'enseignement. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à la semaine prochaine. Bon courage avec cette chaleur, surtout,
travaillez bien et puis prenez des pauses. C'est important aussi de se ressourcer. À la prochaine.